Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce parcours de géosciences et notamment pour une correction du planchage numéro 2 sur la géodynamique interne. Alors, sans plus tarder, première question, comment peut-on définir la tectonique des plaques? Alors, tectonos, vous le savez, c'est le mouvement. Vous avez ce mot a été popularisé, par des danses donc que l'on fait et qu'on a vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc vous devez rattacher ce mot un peu bizarre à la notion de mouvement, raison pour laquelle donc la bonne proposition était la proposition numéro 2. Alors les autres, ben, pouvaient effectivement vous induire en erreur avec ces collisions ou le fait que ce soit des plaques asténosphériques et non, ce sont des plaques lithosphériques, ou le fait qu'elles s'enfoncent. Passons à la question numéro 2. La théorie de la tectonique des plaques repose sur plusieurs hypothèses, chacune étant confirmée par de multiples sources de preuves parmi lesquelles, alors la bonne réponse était la B, ben, la surface de la Terre est en expansion, ce qui implique que le matériau donc, constitutif des plaques doit être détruit au rythme où il se forme. Eh bien oui, évidemment, si vous avez au niveau des océans une formation de matériaux, donc une surface qui augmente à un autre endroit, étant donné que la surface totale de la Terre est finie, elle ne peut pas, elle, augmenter. Forcément, vous avez des zones où ça se détruit et donc c'est ce qui se passe au niveau des fossés océaniques ou des fosses océaniques, où lorsque les continents donc sont impliqués lorsqu'il y a une collision continentale, eh bien vous avez la formation de chaînes de montagnes qui permet donc d'amortir cette disons expansion au niveau des dorsales océaniques par du plissement. Voilà, raison pour laquelle ça se plisse. Donc soit vous faites disparaître en profondeur en direction du manteau, soit vous ne pouvez pas faire partir et comme vous ne pouvez pas, disons, en surface, faire disparaître ce matériau, alors du coup la solution, bah, c'est évidemment que les choses se plissent comme de la pâte à modeler et s'empilent les unes sur les autres, raison pour laquelle les chaînes de montagne sont hautes en altitude. Troisième question, comment nomme-t-on la limite entre le manteau et la croûte? Alors la limite entre le manteau et la croûte, alors attention, ici plusieurs choses vous pouvez vous induire en erreur, notamment la LVZ qui est la limite entre la sténosphère et la lithosphère. Mais je suppose que vous avez donc bien répondu le mot haut. Donc cette limite découverte par Monsieur Mohorovičić au début du XXe siècle, comme étant une zone en fait de réfraction et de réflexion des ondes sismiques. Hein, lorsqu'il y a un séisme, des ondes se forment et ces ondes partent dans toutes les directions. Et lorsqu'elles se déplacent dans un milieu comme la croûte, elles se déplacent à une certaine vitesse. Puis lorsque, eh bien, elles vont se retrouver dans le manteau, elles vont se déplacer à une autre vitesse. Du coup, on a une interface qui est clairement définie, qui a été découverte donc de cette manière-là, en étudiant donc la propagation des ondes sismiques dans le manteau. Quatrième question. Les roches de la croûte continentale sont plutôt des granites. Oui, alors là c'est important parce qu'on aborde les bases, hein, comme la question 3 aussi. Les bases de la géologie, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce parcours de géosciences si vous n'associez pas granit à croûte continentale et basalte à croûte océanique. Voilà. Alors basalte et gabbro d'ailleurs, au passage, les gabbros étant la version avec des cristaux visibles à l'œil nu et les basaltes étant la version avec des cristaux qui sont visibles uniquement au microscope. Et enfin les péridotites, ça c'est pareil,
C'est ce qui forme le manteau étant ce qu'il y a sous les croûtes océaniques ou continentales. Et donc vous avez, la chose est assez simple, vous avez une croûte continentale faite de granit reposant sur de la péridotite, vous avez une croûte océanique faite de basalte et dessous de gabbro et dessous de péridotite, et le tout forme ce qu'on appelle les lithosphère continentale, lithosphère océanique ou lithosphère mixte. Question 5. Les roches de la croûte océanique sont donc, ben, comme je viens de le développer, plutôt des basaltes, les petites infos, les calcaires. J'introduis ici la notion de roche sédimentaire. Une roche sédimentaire, c'est une roche qui s'est formée par le dépôt de sédiments, donc en surface, sur les croûtes, qu'elles soient océaniques ou continentales. Mais donc, rien à voir avec les granites, les basaltes, les gabbros ou les péridotites, qui elles sont des roches dites magmatiques, donc issues du refroidissement d'un magma. Et pour info, et ça aussi ça fait partie des notions fondamentales, il n'existe que trois grands types de roches sur notre planète. Les roches magmatiques, donc issues du refroidissement d'un magma, les roches sédimentaires, issues du dépôt de sédiments, et les roches métamorphiques, qui, elles, résultent de la transformation de roches préexistantes, que ce soit des roches sédimentaires, que ce soit des roches magmatiques, ou encore même des roches métamorphiques, qui peuvent être retransformées. Donc dans le métamorphisme, vous avez la notion donc de morphogenèse, de transformation d'un état. Donc, alors, c'est toujours à l'état solide, mais vous allez avoir des choses qui vont être transformées, vous allez avoir des minéraux qui vont s'aligner. C'est pour ça que souvent dans les roches métamorphiques, on voit des lits de minéraux. Ce qui caractérise le plus les roches métamorphiques, c'est l'existence de lits. Donc je répète, vous devez absolument savoir qu'il n'existe que trois types de roches. Les magmatiques, qui sont les plus abondantes du reste, puisqu'elles forment les croûtes. Les métamorphiques, qui sont le résultat donc de compression, donc c'est souvent la partie supérieure des croûtes, et les roches sédimentaires, qui elles sont vraiment minoritaires, puisqu'en fait elles se sont formées sur les croûtes. Question 6. À quelle température la péridotite devient-elle visqueuse? Réponse B, 1300 degrés Celsius. C'est un isotherme important qu'il faut connaître. Et pourquoi? Parce que à cette température-là, effectivement, la péridotite commence à fondre. Et il se trouve que du coup, vous allez avoir à cette température-là, et donc à une certaine profondeur, puisqu'en fait, il y a une corrélation entre la température et la profondeur. À cette température-là et à ces profondeurs-là, vous allez avoir la transition entre la lithosphère et la sténosphère. Donc la lithosphère rigide et la sténosphère qui l'est moins. Attention, il ne faut pas croire qu'une lithosphère est liquide. C'est pas vrai, mais en tout cas, la sténosphère est une couche qui est molle, en fait, hein. Voilà. Elle est solide, mais elle est molle. Et donc la lithosphère va pouvoir se déplacer sur cette couche molle, mais qui n'est pas liquide. Et donc ces 1300 degrés sont importants, puisqu'ils définissent la transition entre lithosphère et asténosphère, raison pour laquelle il faut la connaître. Question 7. Quelle est la durée moyenne d'un cycle de Wilson? Alors je rappelle ce qu'est un cycle de Wilson. C'est donc Thuzo Wilson dans les années 60 qui a l'impression qu'en fait les continents ont été euh, transformés, alors ont été fabriqués, puis ils ont été transformés à une certaine période, et ensuite
il a eu l'impression que le cycle recommençait, c'est-à-dire que les continents se reformaient, puis euh, se déformaient ensuite. Et en fait, si on regarde depuis la formation de la Pangée, il y a 250 millions d'années, on a effectivement l'impression qu'après la formation d'un continent unique, qu'est-ce qui se produit? Il se produit une dislocation de ce continent unique et une séparation, une expansion des continents, ce qui nous sommes actuellement dans ce stade-là. Et ensuite, il y a eu des collisions qui ont formé l'Himalaya, qui ont formé les Alpes. Et si on prend maintenant, c'est ce qu'a fait Tuzo Wilson, juste avant la formation de la Pangée, qu'est-ce qui s'était produit? S'était produit la formation d'une autre chaîne de montagnes, il y a à peu près 300 millions d'années. Cette chaîne de montagnes s'est formée en fait en Europe, et notamment les Vosges étaient une partie de cette énorme chaîne de montagnes, peu importe son nom, c'est pas notre propos. Et donc, si vous avez compris, il y a 300 millions d'années, il y avait une chaîne de montagnes. Ensuite, cette chaîne de montagnes a disparu. Les continents se sont tous rassemblés entre eux il y a 250 millions d'années, ont formé une Pangée, puis ils se sont disloqués, et enfin il y a eu des collisions qui ont formé d'autres chaînes de montagnes comme l'Himalaya et les Alpes. Et un jour, Tuzo Wilson prévoit que de nouveau la Pangée va se reformer. C'est ça que l'on appelle le cycle de Wilson. Et c'est ce cycle, on pense, qui dure à peu près 500 millions d'années. Voilà, c'est une hypothèse. C'est ce qu'on appelle en science un raisonnement inductif, c'est-à-dire que lorsque l'on a beaucoup, beaucoup d'arguments en faveur d'une idée, ben, probablement que cette idée est bonne. Question 8. Comment les limites de plaques sont-elles dessinées sur une carte avec des lignes doubles? Bon, alors là, c'est des conventions d'écriture qu'il faut tout simplement apprendre. Et donc, dans le fichier du cours, vous pouvez apprendre ces conventions donc, de limites de plaques. Donc, des lignes doubles pour les limites de plaques. Qu'appelle-t-on un point triple? Alors un point triple, c'est le fait qu'à certains endroits de la planète, trois plaques se rencontrent en un point que l'on appelle un point triple. Alors bon, si vous avez quatre plaques, ça pourrait être un point quadruple. Euh, mais le plus souvent, vous avez deux plaques qui ne forment évidemment pas un point triple. Et de temps à autre, il y a des points quadruples. Le plus souvent, donc, ce sont donc des, des zones de rencontre de deux plaques et parfois des zones de rencontre de trois plaques. Et là, dans ces cas-là, on a des systèmes qui sont assez, euh, assez actifs, voilà, assez dynamiques. Euh, Par exemple, vous avez la faille de San Andreas au large, bon, en Californie, et donc au large de la Californie, vous avez un point triple assez célèbre qui crée pas mal de perturbations sismiques dans la région. 10. Quel acronyme utilise-t-on lorsqu'un point triple est formé par la rencontre de trois dorsales? Alors, en anglais, dorsale, ça se dit ridge. Et donc, forcément, si vous avez trois dorsales, c'est l'acronyme R, R, R. Alors, le F, c'est pour fault, et fault, c'est pour faille. Et le T, c'est pour trench, et trench, donc c'est lorsque vous avez une fosse océanique. 11. Qui est le premier géologue à avoir employé le mot plaque à la place du mot continent? Eh bien, j'ai déjà parlé de lui, c'est Tuzo Wilson, qui est à l'origine donc du cycle de Wilson. Et donc, le premier à avoir parlé de dérive de continent, bah, vous le savez sûrement, c'est Alfred Wegener. Et bah, le problème avec Alfred Wegener, c'est que ce ne sont il ne savait pas comment. Alors, il a bien imaginé le mouvement des continents, notamment
par le contour des côtes qui étaient complémentaires, mais ils ne savaient pas comment ces continents se déplaçaient, et justement parce que ce ne sont pas des continents seuls qui se déplacent, mais des plaques. Et donc ces plaques qui se déplacent à la faveur de mouvements internes à la Terre, des mouvements que l'on appelle des mouvements de convection. Eh bien, le premier à avoir parlé de plaques, c'est donc Thuzo Wilson. On est dans les années 60, et pour vous donner une idée, bah, la dérive des continents, c'était 1912 pour Wegener. Donc on a à peu près une cinquantaine d'années entre le passage de la dérive des continents à la dérive des plaques. Voilà. Donc il a fallu du temps, il a fallu accumuler pas mal de connaissances que vous avez dû apprendre, hein, et ces connaissances, vous les voyez là, ce sont tous ces chercheurs qui ont amené des pierres, et donc toujours pareil, le raisonnement inductif, hein, des petites pierres accumulées les unes à côté des autres, eh bien, ont fait qu'un jour, Thuzo Wilson a imaginé que des plaques pouvaient se déplacer, même si on n'avait aucune preuve de ce déplacement. Donc ça, c'est très très fort comme type de raisonnement. Qu'est-ce que le catastrophisme en géologie? Ben, écoutez, réponse B, l'idée qu'un déluge biblique avait façonné la surface de la Terre. Voilà, donc ça, on est au 19e siècle. On ne sait pas encore euh, comment les continents, évidemment, se forment, mais on travaille beaucoup sur la formation des continents à cette époque, puisque on ne travaillait pas encore sur la formation des océans, et donc voilà, c'était une hypothèse, catastrophisme. Ensuite, il a cédé la place à l'uniformitarisme. Alors c'est l'idée qu'en fait les continents ont une certaine unité, et que du coup cette unité on la retrouve un tout petit peu partout sur les continents, à travers la planète. Donc on est passé de quelque chose d'un peu biblique à quelque chose d'un peu plus scientifique au milieu du 19e siècle. Alors le 19e siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle de la science qui commence à se spécialiser en domaines. Vous aviez au 18e beaucoup de naturalistes, et au 19e on voit apparaître des géologues, et on voit apparaître des biologistes, on voit apparaître des physiciens, des chimistes. Donc on est dans une période en fait où la science prend un- le dessus sur les explications bibliques, hein, de l'existence, donc de la nature sur Terre. 14e question. Au XVIe siècle, qui était le premier auteur à suggérer que les Amériques étaient arrachées à l'Europe et à l'Afrique par des tremblements de terre et des inondations? Eh bien, on est au XVIe siècle, hein, et donc bien avant Wegener, ce qui peut paraître assez étonnant, hein. Un cartographe, le cartographe néerlandais Abraham Ortelius, avait déjà imaginé que Amérique et Europe s'étaient un jour séparés à la faveur de tremblements de terre. Je ne sais pas si vous imaginez un tout petit peu la puissance de la prédiction. Voilà. Mais évidemment, le Abraham Ortelius n'a pas poussé plus loin donc les travaux sur ce sujet. Ensuite, quelle remarque de Wegener était-elle juste? C'est la D, hein, Wegener a fait remarquer que les continents étaient autrefois reliés le long du bord du plateau continental. Ça, c'est important. Le plateau continental, c'est cette zone du continent qui se trouve sous l'eau. En fait, si vous allez un jour en Bretagne, vous vous rendrez compte que donc après la plage, vous avez une zone qui est relativement plate et qui peut se poursuivre sur une centaine de mètres, et qui descend à quelques dizaines de mètres seulement, jusqu'à arriver jusqu'à un endroit qui ressemble plus à un canyon,
et où là, on est véritablement à la transition entre le continent et l'océan. Donc, si on veut vraiment constater que les continents sont complémentaires, il faut associer le plateau continental qui, lui, ne se voit pas, hein, qui est sous l'eau, mais qui fait vraiment partie des côtes. 16e question. Quelle était, d'après Wegener, la preuve la plus convaincante qu'Amérique du Sud et Afrique étaient autrefois réunies? Ben, pour lui, c'était la présence d'espèces de fossiles identiques qui ne pouvaient pas avoir traversé des distances aussi importantes que les 5000 km qui séparent Afrique et Amérique. Question 17. Quel était le problème soulevé par les détracteurs de la dérive des continents de Wegener? J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ben, la réponse B, hein, quel type de force pouvait être assez forte pour déplacer des masses continentales? Alors ça, c'est important parce qu'en fait, euh, lorsque on travaille en géologie, on a un problème d'échelle en fait. Par exemple, sur le réchauffement climatique, voilà, le réchauffement climatique, nous y participons tous en utilisant notre voiture. Donc, nous envoyons du CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère donc va piéger les rayons infrarouges qui passent par l'atmosphère. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'en fait, en utilisant notre voiture, on crée un problème global, atmosphérique. On- et c'est normal qu'on ne s'en rende pas compte parce que nous, les êtres vivants, nous avons, disons, un impact sur notre environnement proche, sur nos amis, notre famille, on essaie d'aider, et on n'arrive pas à se rendre compte qu'en fait, en faisant une petite chose comme utiliser une voiture qui fonctionne à l'essence évidemment, eh bien nous créons un problème global. Et donc là, c'est pareil avec les continents. Je ne sais pas si vous avez un jour regardé le continent sud-américain et le continent africain, et si vous vous êtes dit qu'un jour ces deux continents étaient collés l'un à l'autre, mais ça paraît fou d'imaginer qu'ils l'étaient. Mais il se trouve qu'ils l'étaient. Voilà. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est une idée qui nous dépasse totalement. Donc aujourd'hui, on l'accepte parce qu'on a un certain nombre de faisceaux d'indices qui nous conduisent à nous dire que cette idée est juste. Néanmoins, elle paraît quand même assez incroyable. Et du coup, ben, elle l'était au début du XXe siècle, hein, et lorsque Wegener a émis cette hypothèse donc, de ces continents qui sont rapprochés. Question 18. Que suggère Arthur Holmes pour expliquer la dérive des continents? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Il pense que la convection dans le manteau pourrait être la source de l'énergie manquante à l'argumentation de Wegener. Cette convection dans le manteau, c'est quoi? En fait, Holmes est un spécialiste de la radioactivité. La radioactivité a été découverte par le couple Curie un tout petit peu au début du XXe siècle, et donc on sait que maintenant, qu'en se désintégrant, un élément radioactif va donc émettre des particules qui vont chauffer son environnement, hein. C'est ce que l'on fait dans une centrale nucléaire. Et du coup, bah, cette chaleur produite par la désintégration d'éléments radioactifs au sein du manteau, ben, il faut bien qu'elle s'évacue. Elle s'évacue vers la surface, s'évacuant vers la surface, ça fait bouger du matériau, c'est ce qu'on appelle la convection. Et du coup, si vous faites bouger des matériaux du manteau, vous faites bouger des matériaux qui sont au-dessus du manteau, à savoir la lithosphère. Voilà. Question 19. Quel est le bon argument qui consolide l'idée de mouvements horizontaux de la lithosphère? La bonne réponse était la B, la documentation précise du fait que les séismes et l'activité volcanique mondiale se concentrent, eh bien, le long des fosses océaniques et des chaînes de montagnes sous-marines. Alors les chaînes de montagnes sous-marines, attention, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en fait ce sont des volcans, hein,
qui se trouve au niveau des dorsales, hein. Les dorsales sont animées d'activités volcaniques, mais souvent on parle de chaînes de montagnes volcaniques, sous-marines, qui font plus de 20 000 km de long, hein, mine de rien, hein. Elles sont toutes collées bout à bout, et vous avez donc la dorsale médio-atlantique, vous avez la dorsale est-pacifique, et vous avez la dorsale ouest indienne, hein. Et si vous regardez sur une carte géologique des fonds sous-marins, vous voyez qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres, ce qui prouve qu'en fait les continents, les océans, alors océan Atlantique, Indien et Pacifique, se sont formés en même temps au moment de la dislocation de la Pangée. Voilà. Et donc le long des fosses océaniques, là vous avez aussi des mouvements horizontaux au niveau des fosses océaniques, hein, puisque là vous avez un enfoncement d'une plaque qui est un tout petit peu plus dense sous une autre plaque qui, elle, l'est un peu moins. Question 20. Grâce à l'étude des fonds sous-marins qu'a découvert Mary Thorpe, première femme reconnue, bon, il a fallu quand même attendre 30 ans après sa découverte, hein, pour que ce soit reconnu, hein, puisque elle travaillait évidemment avec des hommes qui se sont un tout petit peu approprié sa découverte, mais Mary Thorpe, ce qu'elle a découvert, c'est l'existence des dorsales océaniques. Alors, dit comme ça paraît simple, et à l'époque, Mary Thorpe est une mathématicienne qui travaille à l'interprétation des données des sonars qui sont embarqués dans les bateaux de la marine américaine. Et donc on est pendant la guerre, évidemment. Et l'idée, c'était en fait de cartographier le fond des océans pour savoir précisément où est-ce que les sous-marins pouvaient se déplacer, comment ils pouvaient se déplacer, à quelle profondeur. Et donc un jour, Mary Tharp, qui était là pour déchiffrer les données des sonars, se rend compte qu'en fait, il y a des hauts fonds, c'est pour ça qu'on parle de montagne, hein, il y a des hauts fonds par rapport à des bas fonds que sont les fosses et le plancher océanique, les plaines océaniques, plus précisément. Donc vous avez des hauts fonds à 2000 mètres de profondeur et vous avez des plaines océaniques qui sont à 5000 mètres de profondeur. Et elle se rend compte donc que manifestement, si on a des dorsales au centre de l'océan Atlantique du nord au sud, c'est bien que ces dorsales ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles indiquent qu'il s'y passe quelque chose. Voilà. Et donc elle fait l'hypothèse, Mary Tharp, qu'à cet endroit-là se forme le plancher océanique. Et là, son directeur, Harry Hess, lui dit tout de suite, oh là là, mais surtout ne dites rien à personne, on va nous prendre pour des fous. Voilà, donc à l'époque, la tectonique des plaques n'existe pas, les plaques ne bougent pas, le mot plaque n'existe pas, les dorsales, la dérive des continents a été abandonnée, donc on est dans les années 40. Cette idée de création donc de fonds océaniques au niveau des dorsales, il ne faut surtout pas qu'elle soit connue. Sauf que dans les années 50, Harry S. Récupère pour lui la carte des fonds océaniques construite par Mary Tharp et s'octroie donc le bénéfice de cette découverte, parce qu'il a bien compris qu'à un moment donné, c'était probablement au niveau des dorsales océaniques que se fabriquaient les océans. Et donc il a fallu attendre 20 ans de plus pour que Mary Tharp soit vraiment déclarée comme étant la véritable découvreuse de ces dorsales océaniques et du lieu donc de formation des océans. Ensuite, 21. Pourquoi a-t-on choisi le mot dorsal pour désigner les montagnes sous-marines où se créent les fonds océaniques? Eh bien, tout simplement parce que l'image produite par Mary Tharp était celle d'une épine dorsale. Si vous regardez ça sur une carte des fonds océaniques, vous verrez cette épine dorsale. 22. Comment une roche peut-elle nous donner une idée du mouvement des continents? Bien parce que tout simplement, une roche possède des minéraux de magnétite qu'elle contient et qui s'alignent sur le champ magnétique ambiant de la Terre.
cette orientation magnétique est préservée au cours du temps. Donc si l'orientation est préservée, alors forcément, lorsque vous la récupérez, elle, et que l'orientation de votre roche n'est pas l'orientation magnétique du moment où vous la récupérez, vous pouvez donc déduire qu'elle s'est déplacée. Enfin, pourquoi les bandes d'anomalies magnétiques sont-elles symétriques? Alors ça, le mot est important. Autour des crêtes des dorsales médio-océaniques, ben, tout simplement parce que le magma enregistre le champ magnétique au moment où il refroidit, donc de sa solidification, et ensuite il s'écarte. La roche solidifiée, donc le basalte, essentiellement c'est le basalte et le gabbro dessous, s'écarte de façon symétrique. Il y a un écartement d'un côté de la dorsale et un écartement de l'autre, et comme c'est synchrone, alors du coup, on a des bandes d'anomalies magnétiques qui sont symétriques de part et d'autre des dorsales. Enfin, pourquoi la théorie de la tectonique des plaques est-elle importante pour les géologues? Bah parce que c'est un modèle qui sert de référence pour comprendre tous les phénomènes géologiques, comme la, comme l'est pour la théorie de l'évolution, dite par Charles Darwin. Pour la biologie, la tectonique des plaques est c'est un modèle qui, si vous découvrez quelque chose en géologie, qui normalement doit coller avec le modèle. C'est-à-dire que toute découverte peut trouver son implication, peut trouver sa place dans ce modèle de la tectonique des plaques. Et en fait, tout ce qui a été découvert depuis que ce modèle a été donc défini par un certain nombre de géologues, ben, toutes les découvertes qui ont été faites euh, s'intègrent parfaitement bien dans ce modèle. Donc c'est une référence qui a l'air d'être assez solide, puisque les découvertes confirment le modèle depuis 50 ans. Voilà. Donc on attend vraiment la découverte qui ne s'intégrera pas dans ce modèle de référence pour éventuellement faire évoluer ce modèle ou le changer tout simplement, passer à un autre modèle. Ça, il faut savoir que les modèles existent depuis que l'on fait des sciences et qu'ils servent de référence jusqu'à ce qu'on se rende compte que le modèle ne colle plus à la référence. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette correction du planchage numéro 2 de la géodynamique interne, et j'espère que vous avez bien saisi, bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.